Chers étudiants, donc bienvenue dans la séance de principe de management dans laquelle nous allons continuer notre découverte du monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui nous allons expliquer quelles sont les différentes structures de l'entreprise, quels sont les différents environnements de l'entreprise et comment l'entreprise elle peut réagir face à son environnement. Donc, premièrement, la structure d'une entreprise, c'est le cadre stable d'une organisation qui désigne la répartition des tâches et les relations entre les différents niveaux hiérarchiques afin d'atteindre un objectif déterminé. Donc, l'organigramme, c'est quoi? C'est une représentation schématique des liens fonctionnels, hiérarchiques et organisationnels. Ça veut dire que chaque entreprise, elle a son propre organigramme. Donc, lorsqu'on va regarder cet organigramme, nous allons comprendre euh, les différents niveaux hiérarchiques et les différentes fonctions de l'entreprise. Alors, premièrement, dans les structures linéaires ou hiérarchiques, on trouve trois types de structures. On parle de structures fonctionnelles, ça veut dire composées d'effectifs répartis par des niveaux hiérarchiques où le responsable délègue une partie de son pouvoir à ses subordonnés. Ensuite, on trouve la structure géographique qui est appliquée lorsque l'effectif augmente, augmente sur un espace assez large. On distingue une structure géographique par région ou par usine. On trouve aussi un organigramme par produit, qui structure, donc l'entreprise se structure par produit ou par famille de produits. Donc, voici des exemples. Donc, ça c'est un organigramme fonctionnel, donc où il y a premier niveau hiérarchique, deuxième niveau hiérarchique, troisième niveau hiérarchique. La structure, donc, par zone géographique, on trouve un directeur de la zone géographique 1, un directeur de la zone géographique 2 et donc un directeur de la zone géographique 3. Et chaque zone géographique, donc, elle a ses propres fonctions. D'accord? On trouve aussi l'organigramme par produit où chaque produit euh, est euh, attaché à un seul service. Donc, parmi les avantages et les inconvénients des structures fonctionnelles, on trouve comme avantage la simplicité, clarté de la répartition des tâches, rapidité de transmission des ordres, contrôle aisé. Les inconvénients, donc c'est une organisation autoritaire, puisqu'on parle donc des niveaux hiérarchiques. Il y a une mauvaise circulation de la communication, puisque la communication, elle va passer uniquement dans un seul sens. Donc, euh, c'est le sens descendant ou vertical. On va parler d'une collaboration et d'une coordination qui est difficile et d'une surcharge pour les cadres supérieurs. Comme activité, donc, je vous propose de faire euh, des recherches sur les trois types de structures suivantes et d'en dégager les avantages et les inconvénients pour chacune. Donc, à savoir la structure par réseau, la structure organisée par équipe et la structure matricielle. D'accord? On passe à la classification de l'entreprise. Donc, la classification de l'entreprise, elle se fait selon trois critères. Premièrement, le secteur ou l'activité de l'entreprise. Ça veut dire, donc, si on parle d'une entreprise qui travaille au secteur agricole, donc, elle appartient au secteur primaire. Si on parle donc d'une entreprise qui opère dans le secteur industriel, donc, on est dans le secteur secondaire. Si l'entreprise, elle vend et produit des services, donc, ça veut dire qu'elle appartient au secteur tertiaire, ça veut dire commercial. Et
Si l'entreprise, elle, donc, opère dans le secteur de nouvelles technologies d'information et de communication, c'est qu'elle appartient au secteur quaternaire. Le deuxième critère de classification, c'est la classification par taille. Donc, très petite entreprise, donc elle a moins de 10 salariés. Petite et moyenne entreprise, donc elle a entre 10 et 250 salariés. Grande entreprise, 250 salariés et plus. Le groupe d'entreprise, c'est une société mère et ses filiales. Le troisième critère de classification, c'est la forme juridique. On parle d'entreprise donc publique ou semi-publique, donc où le capital et la gestion sont tenus par l'État en totalité ou en partie. Concernant les sociétés privées, donc on trouve deux types. Les sociétés individuelles, donc qui est détenue donc, par une seule personne. Donc, c'est elle qui fournit le capital, le travail et la direction. Et c'est elle donc la responsable sur les biens personnels. On trouve de l'autre côté les entreprises privées sociétaires, donc on trouve les sociétés au nom collectif. Donc, les associés sont tenus personnellement et solidairement des dettes de la société. Donc, société de capitaux qui est fondée sur l'apport de capitaux, composée d'au moins 7 personnes actionnaires anonymes. Leur patrimoine ne se confonde pas avec celui de l'entreprise. L'entreprise SARL, donc c'est une forme intermédiaire donc, entre la société de personnes et la société de capitaux. Donc, les associés reposent à la fois sur la confiance et sur l'apport en capitaux. Donc, pour que je puisse classer une entreprise, je dois donc examiner les trois critères, à savoir le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et la forme juridique de l'entreprise. On passe maintenant à l'étude de l'environnement de l'entreprise. Donc, l'environnement de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments internes et externes qui agissent et réagissent au diagnostic et à la gestion de l'entreprise. Ces éléments vont influencer l'activité de l'entreprise et son équilibre. Donc, on distingue deux types d'environnement. L'environnement micro-environnement ou l'environnement spécifique, qui est composé de quoi? D'éléments internes comme employés et actionnaires et des éléments externes comme les clients, fournisseurs et la concurrence de l'entreprise, qui peuvent avoir une influence immédiate sur la stratégie et sur lesquels l'entreprise elle peut agir. Donc, elle a le pouvoir pour agir sur ces différents éléments. Ensuite, le macro-environnement, qui est composé des forces sociétales, appelées PESTEL, qui vont influencer l'activité de l'entreprise, mais sur lesquelles elle a peu de pouvoir. On va comprendre donc ces différentes composantes. Donc, la composante politique, donc la stabilité gouvernementale, la politique fiscale et le commerce extérieur, la protection sociale. La composante économique, donc, on parle donc de l'évolution du PIB, par exemple, on parle du taux d'intérêt, on parle de la politique monétaire, on parle de l'inflation, du chômage. Pour la composante socio-culturelle, on a la démographie, on a la distribution des revenus, on parle aussi des changements de mode de vie, on parle de l'attitude par rapport au travail et loisirs et on parle du niveau d'éducation d'une population bien déterminée. Le volet technologique, donc, on parle des dépenses publiques de recherche et développement. On parle des investissements privés et publics sur la technologie. On parle de nouvelles découvertes et de taux d'obsolescence. Au niveau écologique, on trouve les nouvelles lois sur la protection de l'environnement comme l'ISO 26000.
on parle des entreprises qui doivent transformer leur processus de fabrication pour réduire donc les émanations des gaz nocifs et donc avoir un processus de production vert. Au niveau légal, on trouve donc les lois sur les monopoles, on trouve le droit de travail, la législation sur la santé et les normes de sécurité. Donc, tous ces différents composants, ils vont exercer plusieurs forces sur l'entreprise. Par contre, l'entreprise, elle ne peut pas, elle a peu de pouvoir sur ces différentes forces. Alors, la question qui se pose maintenant, donc, comment l'entreprise, elle va réagir face à son environnement? Donc, l'action de l'entreprise face à son environnement se résume en un processus contenu et renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce processus, il est composé par trois types de trois tâches. La première tâche, c'est l'analyse de l'environnement. Donc, on va analyser les opportunités, les menaces, les demandes clients et les offres de la concurrence. Ensuite, on va, sur la base euh, de cette analyse, donc, nous allons prendre des décisions, ignorer, s'adapter ou anticiper le changement. Il y a une remarque très importante, c'est que entre la phase d'analyse et la phase d'exploration, donc on va explorer quoi? On va explorer notre micro et macro environnement. Il y a ce qu'on appelle donc un retour. Pourquoi ce retour-là? C'est pour valider ou euh, augmenter ou trouver de nouvelles informations, donc qui sont nécessaires pour compléter l'analyse des informations recueillies lors de la phase d'exploration. Donc ça, c'est très important. Alors, l'exploration, la première phase, l'exploration de l'environnement, donc elle va identifier les acteurs qui pourraient avoir une influence sur l'activité de l'entreprise ainsi que les relations entre eux. Donc, les composants, donc on va étudier et explorer les différents composants du micro-environnement et aussi, donc, nous allons étudier les différentes composantes du macro-environnement. La deuxième donc, phase, c'est la phase de l'analyse de l'environnement qui consiste à traiter et interpréter les informations collectées dans l'étape précédente afin de comprendre et prévoir les comportements des acteurs économiques. Alors, dans cette phase d'analyse, nous allons étudier ensemble, premièrement, le degré de complexité de l'environnement de l'entreprise, ensuite, le degré de dynamisme de cet environnement. On va étudier l'incertitude de cet environnement et nous allons étudier les différentes opportunités et menaces. Alors, commençons tout d'abord. Pourquoi on doit étudier et nous devons faire l'analyse de notre environnement parce que l'entreprise, c'est un système ouvert sur son environnement, donc elle n'est pas fermée. Donc, elle est en train d'agir et de réagir avec son environnement. Et deuxième raison pour laquelle on adopte ou on réalise l'analyse de l'environnement, c'est que nous avons besoin au sein de cette entreprise de collecter des informations pour faciliter la prise de décision. Donc, on va analyser par le premier degré de complexité. Donc, le premier degré de complexité, donc nous allons analyser cette complexité par deux facteurs. Premièrement, le nombre d'éléments ayant un impact sur l'activité de l'entreprise.
quel est le nombre d'éléments donc, qui va impacter l'activité de l'entreprise. Deuxièmement, la ressemblance des éléments les uns aux autres. On va parler d'homogénéité ou d'hétérogénéité. Donc, si l'environnement il est hautement complexe, donc on parle de nombre d'éléments qui est très important et on parle ces éléments sont hétérogènes. Donc, degré de complexité, on parle de deux facteurs, nombre d'éléments et donc le degré de ressemblance entre ces éléments-là. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, on parle de degré de dynamisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va étudier la fréquence du changement. Donc, il y a des environnements qui changent très souvent et d'autres pas. Deuxième facteur, donc, c'est l'importance du changement. Est-ce qu'il y a des changements qui bouleversent totalement l'environnement, comme par exemple les crises économiques, l'innovation technologique, les crises sanitaires, etc. Donc, lorsqu'on parle du degré de dynamisme, donc on a cette matrice-là. Donc, le premier axe, il concerne donc le changement, d'accord, la fréquence du changement. Et le deuxième axe, il concerne l'importance du changement. Donc, lorsqu'on parle du degré de dynamisme, donc il y a 4 principaux types. Premièrement, donc on va parler d'un environnement qui est stable, donc qui est fortement prévisible par le manager. Exemple, les entreprises agroalimentaires. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une faible fréquence du changement et donc une faible importance du changement. Ça, on parle d'environnement qui est stable. Maintenant, on parle d'un environnement qui est transitoire, où les changements, ils sont rares et qui influencent l'activité de l'entreprise. On parle, par exemple, d'entreprise de bâtiment. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une faible fréquence de changement et une importance élevée du changement. On passe à un environnement qui est dit turbulent. Donc, ayant une fréquence et importance de changement qui oblige donc l'entreprise à suivre l'évolution de son environnement, comme par exemple le progrès technologique. Donc, ensuite, l'environnement donc caractérisé par une instabilité. Donc, il y a toujours des changements qui sont fréquents, bouleversants. Exemple, l'industrie donc d'automobile. Donc, où il y a une fréquence de changement qui est élevée et donc un taux, et une faible importance au changement. Donc, pour résumer, lorsqu'on parle de degré de dynamisme, il y a quatre types. Donc, on parle d'environnement qui est stable, on parle d'environnement qui est transitoire, on parle d'environnement turbulent et on parle d'environnement qui est instable. On passe à l'étude du niveau d'incertitude. On parle d'environnement incertain quand il est difficile à prévoir par le manager, quand les connaissances sont insuffisantes et non assurées d'une situation future. Donc, un environnement qui est incertain, où le manager au sein d'une entreprise ne peut pas faire de la prévision du futur et qui n'a pas les connaissances suffisantes pour, euh, pour pouvoir faire la planification au futur. Concernant maintenant les menaces et les opportunités. Donc, si on parle d'opportunités, ce sont les facteurs externes permettant à l'entreprise de disposer d'un avantage compétitif si elle les exploite. Une opportunité, par exemple, dans l'environnement, s'il y a donc une nouvelle technologie
elle peut donc facilement l'adopter pour, euh, pour faire un pas en avant sur la concurrence, par exemple. Lorsqu'on parle de menaces donc pour l'entreprise, donc on parle de facteurs externes qui influencent négativement la réalisation des objectifs de l'entreprise tout en réduisant la marge de liberté. Donc, ici, donc, il y a une question qui est très importante. Est-ce que la non-saisie ou, euh, pardon, est-ce que le non-saisie de l'opportunité au bon moment peut se transformer en une menace? Vous devez donc essayer à réfléchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'entreprise, elle, ne saisit pas une opportunité au bon moment, est-ce que ceci peut se transformer pour elle en une menace? Pensez à ça. Donc, l'étude donc des menaces et des opportunités nous amène à étudier la matrice de Porter des 5 forces plus 1. Donc, Porter, en 1980, a classé les facteurs qui déterminent l'attractivité d'un secteur euh, et qui conditionnent la capacité d'une organisation à y développer une position davantage concurrentielle. Les 5 forces de Porter sont l'intensité concurrentielle, la menace d'entrée potentielle, les menaces des produits de substitution, le pouvoir de négociation acheteur, le pouvoir de négociation fournisseur et le rôle des pouvoirs publics. Donc, pour étudier ces 5 forces plus 1, donc vous avez ici l'hexagone. Donc, nous allons tracer sur chaque force l'intensité concurrentielle, ensuite les pouvoirs d'achat, le pouvoir de négociation fournisseur. Donc, on va disposer ces six forces de Porter et nous allons tracer ce qu'on appelle un histogramme. Donc, vous avez ici 10 niveaux, d'accord, de 0 à 10. Et à chaque force, chaque axe de la force, vous allez attribuer donc un niveau bien déterminé. Ensuite, vous allez relier donc les différents points sur chaque axe et vous allez interpréter donc la forme obtenue. Donc, premièrement, si la surface de l'hexagone, elle est grande, par exemple, si je peux trouver un hexagone où sur tous les axes, par exemple, je trouve 9, d'accord? Chiffre 9, par exemple. Donc, le secteur, donc, il n'est pas attirant pour l'entreprise car il y a de grandes forces concurrentielles sur ce secteur-là. Par contre, si la surface de l'hexagone elle est petite, par exemple, si je peux trouver donc 2, 3 comme ça, donc la surface elle est petite, donc il y a une faible, le secteur, pardon, il est attractif. Donc l'entreprise, elle peut donc s'engager et travailler dans ce secteur-là. Ensuite, l'analyse, on peut aussi analyser l'environnement de l'entreprise avec l'outil SWOT. Donc, l'outil SWOT, c'est un outil de stratégie d'entreprise inventé par un groupe de professeurs de l'Université de Harvard. Donc, le SWOT, il identifie forces, faiblesses, opportunités et menaces sur le marché. Donc, pour déterminer les options stratégiques d'une entreprise ou d'un projet. Il permet de définir les objectifs en se basant sur les facteurs internes, qui sont les forces et les faiblesses de l'entreprise, et les facteurs externes, qui
sont donc les opportunités et les menaces qui se trouvent sur le marché. Donc, on peut appliquer soit sur l'ensemble d'une entreprise ou d'une organisation, sur un projet pour la création d'entreprise, même sur des projets individuels au sein d'un seul service, d'une démarche personnelle ou sur tout autre projet qui nécessite une réflexion stratégique. Le SWOT, donc, il est représenté par la matrice suivante. Donc, on trouve les forces, donc ce que votre entreprise, elle fait de bien, les points forts. Par exemple, la valeur ajoutée qui vous différencie par rapport à vos concurrents. Par exemple, les compétences et au niveau ressources humaines, donc de cette entreprise. Les faiblesses c'est ce qui manque à votre entreprise. Ce sont, par exemple, la limitation des ressources. Par exemple, concernant l'étude des opportunités et menaces, donc, par exemple, comme opportunité, la sous-estimation du marché sur les opportunités spécifiques, peu de concurrents, par exemple, sur ce marché. Par exemple, on peut trouver comme opportunité la croissance des besoins sur les biens et les services de cette entreprise. Comme menace, on trouve l'entrée de nouveaux concurrents. On trouve aussi donc le durcissement de l'environnement réglementaire. On trouve aussi le changement d'attitude des clients envers votre entreprise. Donc ça, c'est l'analyse de l'environnement de l'entreprise. Donc, on peut dégager que le fait que l'entreprise, elle distingue entre son micro-environnement et son macro-environnement, qu'elle aille une connaissance détaillée et précise donc de ces deux types d'environnement et qu'elle puisse faire donc le cycle d'exploration, analyse, ensuite décision. Donc ça lui permet d'avoir de garder un bon fonctionnement de son entreprise. Maintenant, après donc l'analyse, exploration et analyse, la troisième étape, c'est la décision de l'entreprise face à son environnement. Donc, ici, donc l'entreprise, elle doit prendre une décision. Elle peut être le fait d'ignorer le changement. Si le changement est peu important, donc on est dans un environnement stable, l'entreprise ne dispose pas de moyens nécessaires pour y réagir. Donc ça, c'est la première décision. Donc, la deuxième décision, c'est le fait de s'adapter. L'entreprise, elle va collecter les informations nécessaires pour déceler les opportunités et repérer donc les menaces et y réagir au bon moment. Donc, ici, l'entreprise, elle va s'adapter au changement de son environnement. La troisième décision, c'est le fait d'anticiper. Donc, anticiper quand? Lorsque les entreprises donc, sont leaders dans leur secteur, elles peuvent anticiper le changement, par exemple, du mode de vie, ou elle peut elle-même, elle a le pouvoir pour provoquer donc le changement dans son environnement. Donc, elle pousse de ce fait, elle va pousser les autres entreprises, par exemple, à suivre ce courant-là de changement. Donc, nous avons le comportement de l'entreprise. Donc, face à son environnement, il va commencer par une étape d'exploration du micro-macro-environnement. Ensuite, on va parler de l'analyse de ces informations au niveau, donc, aux différents niveaux, dynamisme, complexité, incertitude, opportunité et menace. Donc, sur la base de cette analyse, elle va prendre une décision de, premièrement, soit ignorer ce changement-là,
soit de s'adapter, soit donc d'anticiper ce changement-là. On passe maintenant à l'étude de l'éthique et la responsabilité et durabilité de l'entreprise. Alors, l'entreprise, elle doit faire des profits, sinon, elle mourra. Mais si l'on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi car elle n'aura plus de raison d'être, selon Henry Ford en 1920. Donc, ce que je veux dire par cela, c'est que la présence et la durabilité de l'entreprise, elle ne se limite jamais à la réalisation de profits. Donc, il y a d'autres raisons d'existence et de survie de cette entreprise. On va la voir ensemble. À travers quoi? À travers ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est le fait d'intégrer les préoccupations sociétales, environnementales et économiques dans la gestion et dans toutes les interactions avec les parties prenantes, à savoir par exemple internes, commerciales, juridiques et partenariales. Selon donc Carroll donc, en 1991, donc, il a dégagé une pyramide de RSE qui est composée de 4 niveaux. Le premier niveau, donc, il y a ce qu'on appelle économique, la responsabilité économique de l'entreprise, donc qui est exigée par la société, c'est le fait de réaliser des marges, des profits, des rémunérations, etc. On parle aussi donc des responsabilités qui sont légales, aussi qui sont exigées par l'entreprise, comme les contrats, les accords, les normes, les certificats et les brevets. Le troisième niveau, c'est le niveau éthique. Donc, au niveau éthique, donc, c'est par contre ce qui est attendu par la société au niveau politique, engagement, démarche, rapport et label. Dans un niveau plus haut donc, de cette pyramide, on trouve tout ce qui est responsabilité philanthropique ou sociétale qui est désirée par la société en termes de fondation, de sponsoring ou de subvention. Donc, euh, d'après ce tableau, on va résumer donc ces 4 types de responsabilités au niveau institutionnel, au niveau organisationnel et au niveau individuel. On va prendre par exemple les responsabilités légales. Au niveau institutionnel, c'est le fait de respecter les lois et les réglementations, ne pas faire de lobbying ou attendre des positions privilégiées dans les politiques publiques. Au niveau organisationnel, c'est le fait d'œuvrer sur des politiques publiques en dépendant des intérêts. Sur le niveau individuel, c'est le fait de tirer donc profit des instructions réglementaires pour innover dans les produits ou les technologies. Par exemple, au niveau organisationnel, euh, concernant les responsabilités éthiques, c'est le fait de fournir des informations précises et concrètes pour accroître la sécurité d'utilisation au-delà des conditions légales. Donc, selon la norme ISO 26000, elle définit donc la RSE comme étant la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de décision et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société.
Ça, c'est de un. De deux, qui prend en compte les attentes des parties prenantes. Troisièmement, qui respecte les lois en vigueur et compatibles avec les normes internationales. De quatre, intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations. Ça, c'est la définition des RSE selon la norme ISO 26000. Lorsqu'on parle de la RSE, de quoi on parle? On parle d'une contribution qui est volontaire, obligatoire des organisations aux enjeux du développement durable. Donc, lorsqu'on parle de contribution, ça veut dire que l'entreprise ne peut pas à elle seule régler les maux de la société. Donc, le développement durable dépend avant tout des États. Mais l'entreprise, elle doit participer pour régler tous les problèmes donc de la société. Ensuite, lorsqu'on parle de volontaire, donc on parle de la première responsabilité de l'entreprise, elle est économique. L'action RSE ne s'arrête pas, donc qu'elle doit respecter les valeurs de l'entreprise, ses ressources et être pertinente au regard de sa stratégie. En termes d'obligations, le droit d'opérer sur un territoire, l'accès aux marches et à la commande publique, le reporting extra-financier. Donc, lorsqu'on parle de RSE, on parle que l'entreprise, elle doit contribuer, donc elle contribue au développement durable, elle doit faire ça, donc c'est une action qui est volontaire, donc l'entreprise, elle peut choisir le fait donc d'adopter une démarche RSE et elle est obligatoire, donc elle peut, l'application de cette démarche dans une entreprise, donc elle est obligatoire pour qu'elle puisse accéder à un marché bien déterminé. Donc, la RSE, elle répond aux enjeux actuels de notre société, au niveau que ce soit au niveau économique, donc le niveau économique donc à l'international, donc il est fragile notamment par l'activité économique qui est instable. Donc, il y a des crises donc, économiques dans certains pays. Donc, le climat social, il est tendu au niveau écologique, au niveau politique, il y a de l'inégalité, etc. Et au niveau environnemental, donc, il y a ce qu'on appelle une urgence environnementale. Donc, on parle ici euh, de la situation environnementale actuelle, elle pousse les entreprises pour agir envers, par exemple, le réchauffement climatique. Les 7 principes fondamentaux donc de la RSE selon la norme ISO 26000, on trouve donc l'organisation, on trouve le droit de l'homme, les relations, conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et la communauté et développement légal. Donc, une à une, donc, nous allons essayer donc, de les expliquer. Le premier principe, c'est la gouvernance de l'organisation. À travers quoi? À travers la prise en place de valeurs d'une stratégie, des objectifs, des indicateurs, de l'identification des parties prenantes, le reporting. Le principe de droit de l'homme, donc, avec le respect des droits, l'identification et la prévention des risques, la gestion de conflits, etc. Le troisième principe, la relation et les conditions de travail, avec les conditions de travail équilibrées et justes. Il y a donc ce qu'on appelle la santé et sécurité au travail et le développement du capital humain. Concernant le principe de l'environnement, on trouve l'identification des pollutions, les impacts et ressources utilisées, les mesures préventives, la préservation de l'environnement
Concernant le principe des bonnes pratiques dans les affaires, donc avec le dispositif de lutte contre la corruption et la concurrence déloyale, le respect des droits de propriété intellectuelle. L'avant-dernier principe, donc qui concerne les questions relatives aux consommateurs, avec l'information loyale, la santé et la sécurité du client, le respect de la vie privée et l'accès aux produits et services. Le septième donc principe, c'est la communauté et le développement local, avec l'engagement sociétal de l'organisation, la prise en compte des contextes locaux et le développement des territoires. Donc, si d'une autre façon, on peut éclairer donc cette RSE, donc ce sont les différents domaines de responsabilité de l'entreprise qui contribuent donc au financement et au fonctionnement de la société, qui protègent les conditions de travail et les possibilités de développement des employés. Elle concerne aussi donc le fait de renforcer sa position concurrentielle. On va parler aussi de sa contribution à la sécurité sociale et à l'égalité de traitement des citoyens. On va aussi parler de le fait d'assurer un environnement durable et protéger donc les ressources naturelles. On va parler aussi du fait de créer des produits et des services qui sont de qualité. Alors, pourquoi l'entreprise, elle doit adopter cette RSE? Donc, l'RSE, elle constitue un levier de croissance et de performance économique. Donc, premièrement, parce que cette RSE, elle va permettre à l'entreprise de réduire, de réduire les coûts, donc, par exemple, de production. Donc, elle doit repenser, l'entreprise, elle va repenser l'utilisation des ressources et par conséquent, elle va entraîner donc moins de dépenses, exemple en énergie, en fourniture et en déplacement. Donc, en ce qui concerne la fabrication, le processus de fabrication et aussi le processus de logistique. Ensuite, la RSE, elle va permettre aussi l'augmentation des revenus. Donc, la RSE contribue également à entretenir de meilleures relations professionnelles avec les clients et les consolider. Donc là, on va travailler au niveau commercial. On va permettre, on va faire de nouvelles relations avec de nouveaux clients. Donc, on parle de prospection et on parle aussi de fidélisation des clients. La RSE permet aussi une meilleure résilience de l'entreprise. Donc, c'est elle doit être particulièrement attentive à son environnement et transformer l'entreprise durablement en analysant en profondeur ses activités, ses processus et leur impact. Une entreprise qui dispose d'une politique solide en matière de RSE, donc, elle peut s'adapter mieux à son contexte. Donc, lorsque l'entreprise, elle entame une démarche RSE, elle va déclencher toute une série d'actions et de leviers qui vont former un véritable écosystème. Donc, si l'entreprise, elle va s'engager dans une politique de RSE dans le but de réaliser une réduction de coûts, une augmentation de revenus, une meilleure résilience de l'entreprise, c'est qu'elle doit appliquer cette démarche-là pour qu'elle puisse survivre et, survivre donc et durer dans son environnement, puisque nous avons déjà compris que l'entreprise est un système qui est ouvert donc, sur son environnement. Donc, il y a plusieurs interactions donc, avec différents éléments constituant l'environnement. Et pour que ces différentes interactions soient un,
vont former un avantage pour l'entreprise ou pour que l'entreprise elle bénéficie de ces différentes interactions, elle doit appliquer une démarche RSE qui va lui permettre au niveau local donc de survivre et de durer dans cet environnement. Et au niveau international, ça va aussi lui permettre de lui ouvrir les portes vers de nouveaux marchés internationaux. Alors, comme conclusion, donc, nous avons vu ensemble que, en vue de survivre et de pouvoir s'adapter et de progresser, l'entreprise, elle doit prendre en considération les multitudes de composantes de son environnement micro et macro-environnement. Cette considération est d'autant plus importante que l'entreprise fait de plus en plus face à des clients qui sont plus exigeants. Donc, les clients de nos jours sont plus exigeants, donc ils demandent une qualité de service euh, plus élevée et ils sont de plus en plus sensibles au prix et une concurrence qui est intense résultant de la mondialisation qui augmente le nombre de concurrents. Puisque l'entreprise de nos jours, elle est en train de subir donc les impacts des effets de la mondialisation. Une entreprise qui prospère, c'est une entreprise qui applique les 7 principes fondamentaux de la RSE. Donc, ce schéma, il permet de résumer l'importance et les différentes interaction entre l'environnement de l'entreprise et le phénomène de développement durable et de RSE. Donc, au niveau donc, social, on trouve donc la santé, sécurité au travail, par exemple l'équité, le développement des compétences, qui est une chose qui est très essentielle pour que l'entreprise, elle en bénéficie de plus en plus donc, des compétences ou de ses employés. On trouve ici au niveau environnemental la gestion de l'énergie, on trouve aussi la gestion des polluants, on trouve ici donc la gestion donc, des ressources minéraux. Ça, c'est aussi c'est important pour l'entreprise. Au niveau financier et économique, donc, on trouve la pérennité de l'organisation ou de l'entreprise. On doit aussi parler de la rentabilité de cette entreprise et on doit parler de l'effet sur le développement local. Donc, ici, on parle de gouvernance, l'intersection entre ces 3 volets, donc nous amène à parler de la gouvernance et pratique de gestion en développement durable qui est, qui est la RSE, donc régie par l'ISO 26000. Donc, comme activité 3, je vous propose d'expliquer l'impact du gap entre la culture de l'entreprise et son environnement externe sur la durabilité de celle-ci. Alors, ça, c'est une petite activité donc, que vous devez expliquer lors de la prochaine séance donc, de discussion. Donc, si je peux résumer ces 2 séances, donc, nous avons donc introduit l'entreprise, le monde de l'entreprise. Donc, nous avons défini qu'est-ce que c'est que l'entreprise, quelles sont les différentes fonctions de l'entreprise. Ensuite, nous avons étudié ensemble donc euh, les différentes structures de l'entreprise, comment je peux classer l'entreprise, comment l'entreprise elle va réagir face à son environnement. Nous avons aussi étudié ensemble l'importance du fait d'adopter une démarche RSE pour que l'entreprise elle dure
dans son, elle dure et elle se développe dans son environnement. Donc, je vous retrouve donc dans la prochaine séance de discussion. Jusque-là, j'espère que vous avez bénéficié de, de ce cours-là et on se à la prochaine.